8h33 sur BFM TV et RMC. Mon invité est Sabrina Agresti-Roubache. Bonjour. Bonjour Néla Latros. Vous êtes secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville et certains vous présentent en quelque sorte comme la ministre anti-émeute. Vous êtes notamment sous la tutelle de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. On y revient dans un instant. D'abord, la fin du droit du sol à Mayotte. Sabrina Agresti-Roubache, annonce faite hier par le ministre de l'Intérieur sur l'île. Pour devenir français, il ne suffira plus d'être né à Mayotte. Il faudra être enfant de parents français. Absolument. C'est ce qu'on appelle le droit du sang, en fait. Non, c'est plutôt le droit du sol. Non, le droit du sol, alors, il faudra une réforme constitutionnelle déjà. Parents français, c'est le droit du sang. Non, c'est le droit du sol qui va être modifié. Pourquoi? Parce qu'à Mayotte, des drames humains arrivent, et vous en avez parlé hier, je vous ai écouté, ces fameuses petites embarcations qui s'appellent des kwassa, sur lesquelles les femmes viennent accoucher, qui viennent notamment en grande majorité des Comores, pour accoucher dans des conditions catastrophiques. Tout ça pour que leur enfant puisse être mahorais, donc français. Donc notre département, le département de Mayotte, subit une vague d'immigration illégale, irrégulière, féroce, et où les Mahorais n'en peuvent plus. C'est pour ça que le ministre de l'Intérieur s'est déplacé ce week-end en urgence dans ce climat tout à fait insurrectionnel. Et il était temps, à mon avis, de prendre une mesure forte pour répondre à une demande. Vous savez, il ne faut jamais avoir mis ses pieds là-bas, à Mayotte, et savoir ce que nos concitoyens Mahorais vivent à cause de cette immigration, justement, qui est poussée par ce fameux droit du sol. Vous naissez à Mayotte, vous devenez français. Et du coup, c'est un point d'arrêt, je pense, nécessaire à cette vague d'immigration illégale et aussi avec des situations humaines. Vous savez, je pense à ces femmes, je vous en parlais, qui accouchent dans des conditions catastrophiques. Je pense qu'il était temps de revenir quand même sur cette mesure. Je précise, droit du sol qui avait été largement modifié en 2018 et durci. Est-ce que l'expression droit du sang vous dérange? Vous me dites, ça reste du droit du sol. Non, écoutez, moi, il n'y a rien qui me dérange. Ce qui me dérange, c'est de voir nos compatriotes souffrir. Ça me dérange. Les mots ne me dérangent pas. Les mots MOTS ne me dérangent pas, mais les mots MAUX me dérangent. Oui, les mots de ce que vivent nos concitoyens là-bas, ça me dérange. Ça m'empêche de dormir. Donc oui, je pense qu'il était temps. Et de toute façon, la révision constitutionnelle, on va pouvoir convoquer. Alors il y a deux méthodes, ou le référendum, ou réunir en congrès le Parlement. Mais je pense que c'est une mesure forte. Ça peut être un référendum. Et très courageuse, une réforme très courageuse. Vous n'excluez pas le référendum? Non, mais ça fait partie de ce qui est sur la table quand vous révisez la Constitution. Donc, par définition, vous ne l'excluez pas? Par définition, je ne l'exclus pas, mais c'est au ministre de l'Intérieur de mener cette révision constitutionnelle. Et je pense que, en tout cas, je sais, puisque j'ai eu beaucoup d'appels depuis, c'est une mesure qui a été extrêmement bien accueillie par la communauté, alors mahorais en France, bien sûr, et aussi celle qui vit sur place. Sabrina Agresti-Roubache, finalement, elle avait raison, Marine Le Pen, alors? Écoutez, moi, mon sujet, c'est pas de savoir si Marine Le Pen avait raison. Ce qui m'intéresse, de savoir, il y a une proposition de loi qui a été déposée par Marine Le Pen en mars 2018, il y a 6 ans. Je sais. Emmanuel Macron était déjà président. À l'époque, vous ne l'avez pas reprise. Donc, soit elle avait raison il y a 6 ans. Non. Et le sujet, c'est pourquoi avoir attendu. Non. Ce que vous oubliez, c'est que soit c'était une mauvaise mesure et pourquoi la reprendre aujourd'hui? Non, parce que vous savez, la mauvaise mesure d'hier devient une bonne mesure maintenant parce que le monde change. Ça ne vous a pas échappé. C'était une mauvaise mesure en 2018. Non, c'était une mesure qui ne s'imposait pas de fait. Là, maintenant, je pense, et au regard de ce que vivent, regardez quand même ce que vivent nos compatriotes mahorais là-bas. Donc, à un moment donné, moi, je veux pas savoir si c'est Marine Le Pen qui a raison ou si en 2018, c'était trop tôt, vous dites? Non, le climat n'était pas le même. Le climat insurrectionnel dans lequel vivent les Mahorais, les difficultés qui les exposent, donc la délinquance. Et alors, regardez, il y a maintenant sur la table Wambouchou 2. C'est quoi? Lutte contre l'habitat insalubre, lutte contre la délinquance, lutte contre l'immigration irrégulière. La première opération n'avait pas très bien réussi. Eh bien, écoutez, en tout cas, ça avait été dénoncé, mais le ministre de l'Intérieur a décidé, et il a bien fait, de continuer à amplifier les mesures. Il y a maintenant sur place des forces de l'ordre qui réunissent beaucoup plus de forces de l'ordre que même sur notre territoire limite nationale, que ce soit à Marseille, à Paris ou à Lyon. Donc non, je pense qu'au contraire, le ministre de l'Intérieur a pris à bras le corps ce sujet et il ne faut jamais oublier. Moi, je ne suis pas là pour commenter si un tel a eu raison, mais je parle de mon camp aussi. Je veux juste savoir comment est-ce qu'on change la vie des Français au quotidien. C'est ça le plus important. Vous parlez des moyens. Gérald Darmanin a aussi annoncé un rideau de fer maritime, en quelque sorte, pour empêcher les bateaux que vous évoquiez, les kwassa, notamment venus des Comores, d'accoster sur Mayotte. À quoi ça ressemble un rideau de fer maritime? C'est quoi? C'est des moyens en plus? Ce sont des moyens en plus. Non, le rideau de fer, c'est une image, c'est une métaphore. Ça empêche, évidemment, c'est pour empêcher ces embarcations. Des bateaux supplémentaires qui vont... Des bateaux supplémentaires, de la surveillance, de la police maritime supplémentaire qui va empêcher, justement, vous savez, de venir... Encore une fois, est-ce qu'on peut accepter en 2024 d'accepter que des femmes viennent accoucher dans des conditions catastrophiques, déplorables, inhumaines,
dans ce type d'embarcation pour que leurs enfants puissent avoir justement la nationalité française. Et autre chose, la fin des visas territorialisés, c'est important. Maintenant, Mayotte sera soumis au même droit commun que le territoire national. Sabrina Agresti-Roubache, vous entendez ce que disent ce matin Éric Zemmour, Éric Ciotti, le Rassemblement national. Pourquoi Mayotte et pas le reste de la France? Qu'est-ce qui empêche demain, par exemple, les Alpes-Maritimes? Allez, nouvelle arrivée de bateaux sur les côtes italiennes, l'Italie qui libère un certain nombre Ciotti ou à M. Zemmour que nous ne sommes pas dans la même zone géographique. Ce que vivent nos compatriotes, encore une fois, mahorais, c'est sans commune mesure ou sans commune comparaison. Mais vous avez ouvert avec une les brèche. Alpes-Maritimes ou Marseille. Regardez, je suis marseillaise. Vous ne pensez quand même pas que mais je vais avoir... vous n'avez pas ouvert une brèche? Non, on n'a pas ouvert. Qu'est-ce qui empêche demain, allez, la Guyane, les Bouches-du-Rhône, vous évoquez Marseille, de dire, attendez, les départements et les territoires d'outre-mer ne peuvent pas être considérés comme le territoire national pour une raison simple, c'est que leur géographie ne permet pas la même chose. Donc à un moment donné, moi je veux bien que on puisse tout mélanger, dire mais pourquoi pas ceci, pourquoi pas... Non, moi je parle de mesures concrètes. Pourquoi est-ce que vous avez une brèche juridique? À défaut, vous dites les situations ne sont pas comparables. Oui. Certes, juridiquement, ne sont pas comparables. Juridiquement, vous créez la possibilité pour un département de dire on veut déroger au droit du sol. On ne veut pas. Qu'est-ce qui empêcherait, encore une fois, quand Éric Ciotti ou Éric Zemmour vous disent il doit y avoir la même possibilité à la même pression en France migratoire métropolitaine? À Mayotte, nous ne sommes pas soumis, je vous réponds très simplement, nous ne sommes pas soumis à la même pression migratoire à Mayotte que sur le territoire national. Ma réponse est tout à fait claire, tout à fait. Mais leur argument, c'est de dire et qu'est-ce qui se passe si c'est le cas demain? En disant Mayotte, c'est l'avant-garde de ce que peut vivre la France métropolitaine. Écoutez, c'est une histoire de courage politique. La mesure qui s'imposait, prise par le ministre de l'Intérieur, avec évidemment la validation du Premier ministre Gabriel Attal et évidemment le président de la République. C'est qu'à situation catastrophique, réponse exceptionnelle. Voilà ce qui se passe. Et puis honnêtement, je pense qu'il est temps maintenant d'arrêter de mettre de l'huile sur le feu, parce que vous savez, je viens d'un territoire. Regardez, je vous reparle de Marseille. Pourquoi? Parce que Marseille aussi, c'est un territoire compliqué. Mais est-ce qu'on va continuer à se dire ah oui, alors là il faudra déroger? Non, il ne faut pas déroger. Il faut déroger. En fait, ce que vous nous dites, c'est le président qui décide. Ou est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est pas possible? C'est le président de la République. Déjà, je rappelle quand même à tout le monde que nous sommes là par le président de la République et bien sûr sur proposition du Premier ministre. Ça, c'est la première chose. Moi en tout cas, j'ai été élu le ministre Gérald Darmanin, le Premier ministre avec le président de la République, et nous sommes là quand même parce que nous adhérons là c'est possible, là c'est pas possible. Politique. Mais bien sûr. Mais c'est quand même le président de la République française. Heureusement, mais heureusement. Moi, je suis même surprise qu'on puisse me poser ce genre de questions. De quel volume d'immigration est-ce que on doit déroger au droit du sol? Le jour, vous savez, je ne sais pas mettre le curseur. Ce que je sais sur Mayotte, vraiment pour conclure sur Mayotte, c'est que le climat insurrectionnel a obligé le ministre de l'Intérieur à se déplacer sur place. Et parce qu'à un moment donné, le message des Mahorais, de ceux qui vivent à Mayotte, cette situation, encore une fois, extrêmement compliquée, extrêmement grave, on ne pouvait plus faire semblant de ne pas les entendre. Et vous savez, c'est une mesure forte, courageuse, mais encore une fois, pour répondre à des mots MAUX que la population nous a envoyés, et ça a été entendu, et je m'en réjouis donc de cette réforme constitutionnelle sur le droit du sol pour Mayotte. Donc à l'avenir, chacun met le curseur où il voudra. Si demain vous n'êtes plus en responsabilité... Pas chacun met le curseur où il voudra, pas du tout. C'est on met le curseur là où les Français en ont besoin. C'est ça qui est important. C'est pas de savoir si on se fait plaisir ou pas. C'est où est-ce que nos compatriotes ont besoin de nous et où est-ce qu'on peut, au quotidien... Non, pas du tout. Le terrain. Pas les sondages. Moi, je lis pas les sondages. Je sais pas lire un sondage puisque les sondages disent toujours tout et son contraire. J'écoute. Moi, je suis une fille de terrain. Moi, je suis née, comme je le disais, dans la rue et je passe ma vie dans la rue. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on me dit, pas ce que les journaux disent. Sabrina Agresti-Roubache, je rappelle, vous êtes secrétaire d'État à la citoyenneté et à la ville. Concrètement, en quoi ça consiste, citoyenneté et ville? Alors, la ville, c'est les quartiers prioritaires. Donc ça, QPV, je pense que tout le monde arrive à peu près à savoir. Donc on a à peu près 1500 quartiers prioritaires qui couvrent le territoire national et bien sûr les Outre-mer. Ça, c'est pour la partie ville, donc la partie quartier prioritaire. Et sur la citoyenneté, j'ai de très vastes sujets. L'apprentissage du français. J'ai la lutte contre la délinquance. J'ai la lutte contre la radicalisation. J'ai la laïcité. J'ai aussi les naturalisations. Donc la citoyenneté est un champ extrêmement vaste. Certains vous présentent comme la ministre anti-émeute. Vous reconnaissez dans la définition? Oui, pourquoi pas. Non, oui, moi, vous savez, si on me définit comme ça, moi, ce qui compte, c'est je me considère aussi comme la ministre
Proche des gens, la vie du quotidien, je l'avais dit, les politiques que composent mon portefeuille, c'est la politique du quotidien. Comment est-ce que je change la vie des gens, et donc de nos compatriotes au quotidien? C'est plutôt comme ça que je définis mon ministère. Vous dépendez notamment, je le disais, du ministère de l'Intérieur, notamment. Et de la transition écologique pour la partie ville. Sur la partie ministère de l'Intérieur, les chiffres de la délinquance publiés au mois de janvier sur l'année dernière ne sont pas franchement bons, notamment sur les homicides. La barre symbolique des 1000 homicides dépassés, plus 13% de tentatives d'homicide, plus 7% pour les agressions physiques, 8% pour les violences sexuelles. Et pourtant, budget après budget, on entend la majorité dire « mais regardez, on a plus de moyens ». D'où vient le paradoxe? Alors, par plusieurs choses. Je vais prendre un exemple, alors je l'annonce maintenant. Je lance une grande concertation de rénovation de la politique de la prévention de la délinquance. Pourquoi? Parce que ça fait bien longtemps maintenant qu'elle n'a pas été repensée. Ça veut dire que je lance une grande concertation. J'ai demandé à 25 préfectures, les préfets. J'ai demandé à 25 préfets de consulter leurs élus locaux, de consulter les associations, de consulter les habitants, parce qu'il y a un mot aussi que j'entends plus, les habitants, ceux qui sont concernés, sur faites-moi remonter des idées. De quoi avez-vous besoin? Comment est composé votre territoire? Marseille, c'est pas Brest. Brest, c'est pas Metz. Metz, c'est pas la Corse. Donc on ne peut pas faire quelque chose de global sans avoir concerté le local. Ça, c'est la première chose. Et à la fin de cette concertation, l'idée, c'est d'empêcher le basculement dans la délinquance. Vous voyez, Néla Latrousse, il y a un mot qui a disparu. Moi, j'ai 47 ans, j'appartiens à une génération qui a connu le mot prévention. Je veux que le mot prévention, puisque c'est le bas du spectre, avant le passage à l'acte, soit intensifié. Il faut qu'on puisse empêcher les choses et non plus faire que les penser. Vous demandez des idées pour empêcher le passage à l'acte. Absolument. Et je m'appuie sur les élus locaux, je m'appuie encore une fois sur les associations, sur les habitants et sur les préfets pour me proposer des idées qui viennent du terrain. Vous savez, le bon sens du terrain, je veux qu'il soit au-dessus de la pile. Et qu'on arrête justement de faire des normes, expliquer qu'il faut faire ça depuis Paris. Moi, je suis une fille de la province. Je suis une fille de Marseille. Donc, vous imaginez bien que dans mon esprit, les idées ne vont pas venir de Paris pour redescendre sur les territoires. Mais de Paris, on a des statistiques, et notamment sur l'âge de la majorité des auteurs de crimes ou délits. De plus en plus jeunes. 15 et 24 ans. Absolument. Lors des émeutes de l'an dernier, 1180 mineurs identifiés comme auteurs d'infractions, 40% ayant entre 13 et 15 ans. Absolument. Quel portrait ça dessine de la France? Alors, et plusieurs choses. Marseille n'a jamais été touchée par des émeutes urbaines. Regardez, en 2005. Et pourtant, là, on l'a été. Alors, plusieurs explications, plusieurs choses. Les réseaux sociaux, jeunes, non, mais ce que je pense, que vous oubliez, tout le monde oublie, les réseaux sociaux ont beaucoup formaté notre jeunesse. Et notre jeunesse, sur vraiment 10, 11 ans, parce que regardez, on a eu des émeutiers qui avaient 11 ans. Donc, les réseaux sociaux. Après, je pense, c'est pas tellement la démission des parents, mais plutôt comment est-ce que la société a licencié les parents. Je crois que c'était Alain Bauer qui avait utilisé cette excellente expression. Donc sur l'autorité parentale et l'autorité de la société. Donc le Premier ministre l'a rappelé. C'est pour ça que vous proposez des places d'internat pour éloigner les jeunes qui sont sur la mauvaise pente? Non, exactement. Aider les parents. Parce qu'il y a plusieurs choses. Gabriel Attal a rappelé, tu casses, tu répares. Moi, j'avais dit, dès que j'ai été nommée aux parents, on est responsable de ce qu'on fabrique. Sauf... Par exemple, pour les familles monoparentales qui ont besoin d'une aide particulière, parce que souvent ce sont des mamans seules avec des enfants qui sont dans des quartiers compliqués et qui n'arrivent plus à assumer. Et comment il est reçu ce discours justement écoutez, venez avec moi dans les quartiers venez avec moi. La demande d'autorité des parents sur les jeunes est phénoménale. Quand je me déplace, lors de mon premier déplacement dans la Sarthe, au Mans, chez Stéphane Le Foll, je suis interpellée par une maman. Et qu'est-ce qu'elle me dit, la maman? Elle me dit, voilà, à cause de vous et à cause de vos lois, on n'a plus le droit de punir vos enfants. Et je lui ai répondu une chose. Mais non, madame, l'autorité, c'est pas les lois qui font l'autorité des parents. C'est l'autorité naturelle des parents. Et je lui disais, j'ai grandi avec... Moi, j'ai été élevée par ma grand-mère qui disait, je préfère que ce soit toi qui pleures, donc l'enfant, plutôt que le parent. Donc, un retour aussi quand même de qui commande dans une famille. Donc, le parent, c'est l'autorité. Et la première autorité face à un enfant, ça ne doit pas être la police. Et si le parent ne commande pas, doit être les parents. Vous dites 30 000 places d'internat. Gabriel Attal en a parlé de 50 000. Absolument, gratuit pour les familles. Ça va suffire? Mais je ne sais pas si ça va suffire, mais c'est une première étape. Quand le Premier ministre dit, quand il est arrivé à Matignon, ce qu'il a dit, c'est le discours que les parents attendent. À un moment donné, c'est un peu Pascal le grand frère. Non, c'est pas Pascal le grand frère, parce que c'est une référence à une émission de télévision, je précise pour nos auditeurs et vous imaginez spectateurs. Bien Sabrina Agresti-Roubache. Moi qui viens de la télé, je connais bien ce programme. Mais plus sérieusement, non, le Premier ministre a eu raison de rappeler quelques fondamentaux sur l'autorité. Vous savez, un enfant a besoin d'un cadre. Moi-même, je suis maman et là, c'est même plus la ministre qui vous parle. C'est à nous de protéger, c'est aux adultes de protéger les enfants.
enfants. Et souvent les protéger d'eux-mêmes. Et autre chose concernant justement l'éducation, j'ai dans mon portefeuille sur les politiques de la ville des cités éducatives. C'est quoi les cités éducatives? Le président, j'ai une commande ferme du président et du Premier ministre de généraliser les cités éducatives à 2027. Donc c'est 79 millions d'euros sur les crédits politiques de la ville engagés chaque année, et je rajoute cette année justement sur le post-émeute 29 millions. Et c'est quoi une cité éducative? C'est la communauté éducative qui travaille avec les élus locaux, avec des associations, et qui permet aux parents de s'intégrer dans le projet pédagogique. Le périscolaire, l'extrascolaire. Comment est-ce qu'on aide les familles justement à faire les devoirs, à faire justement avoir accès à des activités culturelles, des activités sportives après l'école. C'est ce qui se passe en dehors de l'école sur les cités éducatives. Et donc c'est un dispositif qui est vraiment aimé par et très demandé par les élus locaux, et j'ai accédé à une demande des élus locaux de cette généralisation, et c'est une instruction claire du président de la République et du Premier ministre qui m'a été faite. Les travaux d'intérêt éducatif pour les moins de 16 ans, ça peut ressembler à quoi? Ça peut ressembler, là je pense qu'il faut laisser c'est pas encore le garde des Sceaux. Absolument, oui. Moi je vais laisser tranquillement le garde des Sceaux de faire des propositions. En revanche, encore une fois, les parents ont des idées. Il faut de la consultation, il faut des élus locaux aussi qui se mêlent à cette discussion, parce que c'est eux qui vont, encore une fois, le bon sens du terrain au-dessus de la pile. Vous avez rencontré peut-être samedi, ou peut-être vous allez me dire, je la connaissais déjà, Nicole Belloubet, nouvelle ministre de l'Éducation. Vous la connaissiez? Non, je la connaissais pas. Vous pensez qu'elle est en phase? Professeure de droit comme mon mari, donc oui, moi elle est directrice. Avec tous ces sujets d'autorité, elle qui critiquait les fariboles du retour de l'autorité. Écoutez, moi ce que je vois, c'est que c'est une professeure de droit constitutionnel qui arrive, quelqu'un qui a occupé des fonctions importantes, qui était notre garde des Sceaux. Bon, le profil a interrogé en disant, elle était pas forcément non, mais vous oubliez quand même qu'elle est directrice de Limoges et de Toulouse. Je suis moi-même femme de recteur. Mon mari est recteur en Corse. Donc je pense que de confier l'éducation nationale à ceux qui connaissent la communauté éducative, c'est une excellente idée et un excellent choix. Le Premier ministre, Sabrina Agresti-Roubache, a annoncé hier un plan anti-stup pour lutter contre les trafics de drogue qui gangrènent les villes moyennes. C'est le nouveau terrain de jeu des trafiquants, ces villes moyennes. Gérald Darmanin... La consommation, on est là la trousse, la consommation, le truc c'est que on a toujours mis, pardon, ouais. Je fais juste une petite... Excusez-moi, pardon de vous avoir coupé, mais vraiment, en plus c'est très impoli, mais juste pour vous dire qu'on a souvent stigmatisé les grandes villes sur le trafic de drogue, et maintenant... Et les opérations dans les grandes villes ont conduit à la reconstitution des trafics dans les villes moyennes. Encore une fois, je l'ai dit, je l'assume. Pas de consommateurs, pas de dealers. Venez parler comme moi avec les mamans, par exemple, le collectif des familles que je vais voir jeudi à Marseille, le collectif des familles victimes des assassinats. Qu'est-ce qu'elles vous disent? Mais c'est quand qu'on agit sur les consommateurs? C'est quand qu'on parle bien sûr de prévention lié au narcotrafic l'an dernier dans les Bouches-du-Rhône. Je sais, c'est le prix à payer. Non, vous savez, il y a une stratégie qui a été mise en place par le ministre de l'Intérieur et la préfète Frédéric Amieri, qui maintenant nous quitte et qui part à la préfecture, absolument, préfet de police à Marseille. Bientôt ex-préfet des Bouches-du-Rhône. Exactement, et nous accueillons en préfet de police Pierre-Édouard Colliex, qui était le conseiller police c'est le prix à du payer ministre. Plus de morts. C'est assez contre-intuitif de dire, regardez, on lutte contre le trafic de drogue, mais il y a plus de morts. Il faut accepter que si on réduit les points de deal, il faut accepter, c'est une donne. La stratégie du pilonnage, c'est quoi? C'est moins de points de deal. Sur Marseille, par exemple, moins 70 points de deal en 2 ans. Donc forcément, vous réduisez les parts de marché. En revanche, ce qui n'a pas été réduit, ce sont le nombre de consommateurs. Et donc forcément, les parts de marché se disputent plus violemment, de manière beaucoup plus criminelle. Et évidemment, je ne sais pas si c'est le prix à payer, mais en tout cas, il fallait une stratégie pour arrêter justement... parle même d'une militarisation du trafic de drogue, avec des armes de guerre en parfait état de fonctionnement. Un lance-roquette saisi à Besançon la semaine dernière. Je connais ça par J'ai presque envie de vous dire, est-ce que la police, ça suffit? Est-ce que c'est pas l'armée? Non, c'est pas l'armée. Non, l'armée nous protège sur nos frontières face à l'extérieur. On ne tourne jamais ses canons contre sa population. Ça, c'est mon sentiment à moi. L'autre chose, c'est qu'à un moment donné, on oublie aussi de dire quelque chose de très simple sur la consommation et le trafic de stupes, c'est que il va falloir travailler plus fortement, je le pense. C'est pour ça que je lance la grande rénovation de la stratégie de la prévention de la délinquance, parce que je pense que nous n'avons pas assez travaillé. Nous avons peut-être failli sur la prévention de la consommation des conduites addictives, donc les consommateurs de drogue. Ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est que quand vous réduisez ces points de deal, justement, vous permettez aux familles de vivre plus tranquillement. Et je lance aussi un grand plan de vidéoprotection. Donc je l'ai lancé il y a quelques mois et ça devrait être effectif dès de la fin du mois de février. C'est une grande carte interactive avec
combien d'argent financé donc par l'État, donc investi par l'État sur la vidéoprotection. C'est ce que demandent les Français. Les Français demandent plus de vidéoprotection et plus de sécurité. Et aussi de dire, regardez vos élus locaux, combien ils mettent, donc combien ils consomment de ces crédits et combien il y a de caméras en ratio par rapport à la population. Merci Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État à la ville, à la citoyenneté, invitée ce matin de RMC et BFM TV, qui lance donc un nouveau plan de prévention de la grande délinquance. Stratégie nationale de la prévention de la délinquance. Merci d'être venu à ce micro ce matin. Bonne journée à vous. Merci aussi. Bonne journée à vous.